Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et qui chante Enrico Macias, Dieu vous le rendra, Dieu vous le rendra. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rappelle que donc le pape François était en visite à Marseille il y a 2 jours, et il s'est rendu à la basilique Notre-Dame de la Garde pour assister à une messe, et puis il a pris la parole il a rappelé, alors qu'est-ce qu'il a rappelé ? Juste quelques mots. Il a dit ceci, il a dit « Cette mer magnifique, la Méditerranée, est devenue un immense cimetière. Les personnes qui risquent de se noyer lorsqu'elles sont abandonnées sur les flots doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, dit-il, et de civilisation. » Et il ajoute, le pape François, « Nous ne pouvons plus assister aux tragédies des naufrages provoqués par le fanatisme de l'indifférence. » C'est intéressant, le fanatisme de l'indifférence. « Devant un tel drame, les mots ne servent à rien, il faut des actes. L'Europe, l'humanité sont un carrefour des civilisations face à une tragédie qui ensanglante la Méditerranée. » Peut-être qu'il aurait pu parler de cette autre tragédie qui ensanglante le Haut-Karabakh, du côté de l'Arménie, où 150 000, 120 000 chrétiens sont actuellement en voie d'épuration ethnique, il faut le dire. On ne va pas parler de génocide, bien sûr. Enfin, il y a un problème. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Merci, vous êtes président de VIA, la Voix du Peuple, vous êtes ancien député, vous êtes croyant, vous êtes chrétien et catholique. Comment réagissez-vous, et ce n'est pas la première fois, à ces appels du pape qu'on peut comprendre sur le côté, effectivement, droit d'asile, humanité, etc. Mais où est la frontière, en fait ? Vous venez de le dire. D'abord, on ne peut pas reprocher au pape de faire son métier de pape. Ça, c'est la première chose. Et dans son métier de pape, il y a le fait d'alerter et de solliciter la conscience des hommes, qu'ils soient croyants ou non, sur le sort des plus démunis et des plus défavorisés. Deuxièmement, personne ne peut se satisfaire, qu'on soit pro-migrant ou anti-migrant, ou pro-immigration, anti-immigration, je ne sais pas comment il faut le dire, personne ne peut se satisfaire du fait que la Méditerranée devienne une espèce de cimetière des rêves déçus, ou et à défaut des rêves déçus, en tout cas un cimetière réel pour des milliers de personnes chaque année. Ça n'est pas possible. Humainement, ça n'est pas possible. Et j'aime beaucoup, comme vous, l'expression fanatisme de l'indifférence, parce que le grand pays que nous sommes ne peut pas rester indifférent à cette réalité pour des raisons humaines, pour des raisons géographiques et pour des raisons politiques. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le pape fait de la politique, comme tous ses prédécesseurs, et je comprends mal les réticences ou les objections de ceux qui disent « mais le pape ne devrait pas faire de la politique, ça ne le regarde pas ». On ne peut pas se féliciter du fait que Jean-Paul II ait été un des plus grands acteurs de la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique quand il l'a fait, et Dieu sait qu'il a été actif, et reprocher au pape François de s'intéresser aux réalités de ce temps. Donc les papes font de la politique, ça fait partie, comme vous l'avez dit, de leur rôle. Où s'arrête quelle est la limite ? Le pape, lui, n'a pas de limite. Il met celle qu'il veut se mettre, et visiblement, il s'en met pas beaucoup, celui-ci. Juste un mot, pardon, Jean-Frédéric Poisson, vous parlez des papes, et effectivement, le pape, vous avez rappelé Jean-Paul II, mais il y a des papes qui ont quand même des idées un peu divergentes. Benoît XVI, le pape Benoît XVI, a rappelé la pensée de l'Église catholique, selon lui, sur la question de l'immigration. Je vous cite Benoît XVI. « Si toute personne détient le droit à immigrer en vue de meilleures conditions de vie, les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières en garantissant toujours le respect dû à la dignité de chaque personne humaine. » Il a ajouté « Les immigrés ont le devoir, pas le droit, le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil en respectant ses lois et l'identité nationale. » Et je voudrais juste vous faire entendre le cardinal Sarah, que vous connaissez. Voici ce qu'il disait en novembre 2021 à Europe 1. Écoutez. Et l'accueillir avec dignité, c'est pas seulement lui donner un camp, lui faire dormir, lui donner à manger, c'est pas un accueil, ça. Mais lui donner une dignité, ça veut dire lui donner du travail, lui donner une instruction, lui donner une famille. Nous n'avons plus les moyens de cet accueil digne aujourd'hui en Europe, en Occident. Si vous recevez des milliers et des milliers, je ne sais pas si vous êtes préparé à accueillir tout ce monde. Je pense qu'il faut être réaliste, quoi. Et je répète, le meilleur accueil que vous pouvez offrir à ces migrants, c'est de développer leur pays, qu'ils restent chez eux. Non pas que vous ne voulez pas acquérir du monde, mais chacun est heureux chez lui. C'est ça le problème, Jean-Frédéric Poisson. On ne peut pas accueillir, d'ailleurs, Macron disait, reprenant au quart, 25 ans après, toute la misère du monde, mais quand le pape dit, écoutez, accueillez, ne vous préoccupez pas, il faut accueillir,
Très bien. Mais combien? Jusqu'à quand et où? Quand le pape rappelle qu'au nom du respect de la vie, on doit accueillir les migrants, mais on doit aussi respecter les hommes qui sont au début de leur vie, à la fin de leur vie, en particulier sur la question de l'euthanasie, il a parfaitement raison. Lorsqu'il commence à indiquer, contrairement à ce que disent ses prédécesseurs, puisqu'il y a des textes très très pesants aussi de Jean-Paul II, de Paul VI, enfin toute la tradition des papes a beaucoup parlé de ces sujets, du développement, etc. Moi, je partage intégralement l'avis du pape Benoît XVI sur cette question. C'est-à-dire, je pense effectivement, d'ailleurs, le pape François lui-même, quand il était revenu de Suède il y a quelques années, avait dit lui-même dans l'avion exactement ce que disait Benoît XVI quand vous l'avez dit. La question n'est pas de savoir si on peut avoir le cœur sec en face de la misère humaine. Non, ça, c'est pas possible. La question n'est pas de savoir si on ne doit pas, avoir de l'émotion et plus que ça devant les tragédies que vivent les gens. Évidemment qu'il faut l'être. Est-ce que pour autant, ça nous donne le devoir d'accueillir? Mais la réponse à cette question, elle est simple à formuler. Est-ce que les conditions de l'accueil sont remplies ou pas? Dans la France d'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent qu'elles ne le sont pas. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à se promener dans Paris, mais aussi ailleurs qu'en Paris, pour constater que, comme dit le cardinal Sarrat très justement, laisser s'entasser des pauvres gens sous le métro aérien, dans des camps de fortune. J'ai visité le camp de Calais, il y a maintenant 5 ou 6 ans. C'était honteux. J'avais honte de ce que j'ai vu, et comme je vois des camps de réfugiés ou des pseudo-camps un peu partout. Donc non, nous n'avons pas les moyens d'accueillir dignement les gens qui viennent chez nous. Est-ce qu'une fois qu'on a dit non, toutes nos responsabilités cessent pour autant? Non. On ne peut pas se désintéresser de cette question. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que toutes les solutions sont sur la table. Installer des camps d'accueil, non pas en France, mais dans les pays ou sur les côtes de la Méditerranée. Il y a des pays qui y sont prêts. J'étais parti en Libye quelques jours en 2015 déjà, et le gouvernement libyen m'avait dit qu'il était prêt, à l'époque, à installer des camps sous l'autorité du Haut Comité des réfugiés des Nations Unies pour examiner les demandes, etc. Donc les solutions existent. Fermer les frontières, c'est une très bonne idée. Ne sélectionner que de manière très précise des gens qui peuvent entrer sur notre territoire parce que on peut avoir des besoins satisfaits, très bien. On voit parfaitement qu'il n'y a pas de lutte réelle contre des filières de passeurs. On voit parfaitement qu'il n'y a pas de sécurité maritime qui soit organisée de quelque manière que ce soit. Donc tout ça, on connaît ces solutions. Il n'y a qu'à les mettre en œuvre, et je pense qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Et elles sont dignes, car, comme dit très justement encore une fois le cardinal Sarrat, le premier service à rendre à ces personnes, c'est de faire en sorte que leur pays s'enrichisse et qu'il se développe. Et là non plus, je ne vois pas de politique particulière. Mais justement, Jean-Frédéric Poisson, il y a quand même aussi problème. Nous avons reçu ici Éric Tegner, d'autres journalistes qui étaient à Lampedusa, qui ont été là récemment. Vous avez vu qu'il y a eu 10 000, 15 000 personnes qui sont arrivées en quelques jours, excédant la population même de l'île de Lampedusa. Mais ce que disaient ces journalistes, et pas seulement eux, c'est qu'il y avait énormément de gens qui venaient pour des raisons économiques. Les raisons de guerre, on sait, bien sûr, oui, ça, il faut accueillir, bien sûr. Mais les raisons économiques, il y a des dizaines de millions, hélas, vu les conditions de vie dans certains pays de l'Afrique subsaharienne et autres, qui veulent venir. Alors comment on fait pour les migrants dits économiques? Lorsque j'étais en Libye, mais j'ai vu ça aussi dans d'autres endroits, j'ai rencontré une petite Érythréenne, une jeune femme de 20aine d'années, qui venait d'accoucher de son petit garçon qui s'appelait Hussein, qui était dans un des camps de réfugiés à côté de Tripoli. Alors avec un interprète, parce que je ne parle pas couramment l'érythréen, au risque de vous surprendre, je lui demandais ce qu'elle faisait là. Elle avait traversé de l'Érythrée à Tripoli à pied. Si vous avez une carte d'Afrique dans la tête, vous enceinte... de manière très avancée, ayant survécu à des razzias, des tempêtes de sable, etc. Enfin tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez très peu de chances de passer. Et elle m'a dit, je serai toujours mieux traité dans ce camp de réfugiés à Tripoli que je ne l'étais dans mon village en Érythrée. Tant qu'on n'aura pas comprimé ce ressort, c'est-à-dire tant que les personnes auront l'illusion, parce que ça n'est malheureusement qu'une illusion, c'est ça qu'il faut leur dire, ça n'est qu'une illusion de vie, qui vivront mieux ici, en France, dans des conditions indignes, que chez eux, on ne comprimera pas le ressort de la migration tant qu'ils auront en tête qu'ils vivront mieux ici que là-bas. On ne pourra pas comprimer ça. Mais donc, c'est le développement qui est la clé. Il n'y a pas d'autre chose. C'est une illusion. Parce que, moi, je veux dire, je suis érythréen. J'ai quand même, souvent, je peux regarder la télévision, en tout cas dans mon village, etc. Internet, quand même, ils ont, enfin, en tout cas, beaucoup.
ils voient quand même les aides sociales en France, on leur dit voilà, etc. Enfin, les aides sociales, tout le reste, on voit la vie française et l'illusion, elle est entretenue. Oui, et on se dit, voilà. Mais c'est la raison pour laquelle il faut s'interroger aussi sur des modalités de gestion nouvelles de ces aides sociales. Je pense que tant que la France donnera l'impression d'être attractive pour les personnes qui veulent y venir, nous aurons un mal fou à comprimer ce ressort-là. Et donc, je crois aussi que, de manière digne, une fois qu'on a dit non, nous n'accueillons plus. Non, nous refusons de verser des aides sociales à des gens qui ne sont pas des contributeurs aux budgets sociaux. Après tout, c'est une solution qui est juste aussi. Nous aurons affaire à des vagues massives d'immigration que nous ne pourrons pas contenir. Oui. Et quand vous voyez les chiffres, Jean-Frédéric Poisson, vous le savez comme moi, c'est très simple. On a 2 milliards d'euros en 2023 affectés au budget immigration, asile et intégration. 2 milliards d'euros. Au moins 1 milliard, je prends quelques chiffres, au milliard alloué au titre de l'hébergement d'urgence, dont de plus en plus bénéficiaires sont des migrants. 1,7 milliard au titre des aides médicales, c'est dont 1,2 milliard l'aide médicale d'État. 1 milliard annuel pour les mineurs non accompagnés. Annuel, tout ça annuel. L'aide aux demandeurs d'asile, etc. 50 milliards, disent les contribuables associés, le coût annuel de l'immigration en France. 50 milliards d'euros. Et en face, l'aide publique française au développement, parce qu'on dette, c'est quasiment 16 milliards d'euros. C'est quand même, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est là, on dépense, c'est très bien, des dizaines de milliards, mais on a l'impression que ça tonneau. Sans compter le sentiment d'injustice terrible que vivent les Français quand ils apprennent que des migrants obtiennent rapidement des logements alors qu'un certain nombre de nos compatriotes attendent depuis des mois, voire des années, ou des places à l'université alors qu'il faut se bagarrer Parcoursup, etc., que c'est un bazar innommable, et qu'on obtient comme ça d'un claquement de doigts sous prétexte qu'on est réfugié. Donc je crois que nous sommes dans une forme de déséquilibre tout à fait lourd, pesant, que les Français ne supportent plus. Et je pense vraiment que on doit modifier beaucoup de choses des législations actuelles, quitte à d'ailleurs remettre en cause ou demander à l'Union européenne et porter la voix de la France auprès de l'Union européenne pour dire le traité de Dublin, tous ces traités-là qui organisent l'accueil, des migrants, on ne doit pas, on doit cesser de les considérer comme intouchables. Rappeler que l'Union européenne, derrière ça, il y a l'Union européenne, avec des directives très précises. Mais l'Union européenne fait ce que les chefs d'État lui laissent faire. Moi, je suis assez d'accord pour dire que Mme von der Leyen outrepasse la plupart du temps les prérogatives qui sont les siennes, mais enfin, les chefs d'État ne protestent pas. Donc, il y a une forme de complicité, au moins, des gouvernants et des chefs d'État de l'Union par rapport aux actes de la Commission. Que Mme von der Leyen aille à Lampedusa pour intimer les pays européens de partager le sort des migrants et de se les répartir comme on répartit des allumettes au début d'une partie de poker, ça n'est pas de son rôle, mais personne ne l'empêche. Donc elle aurait tort de se gêner. Donc elle le fait. Bah oui. Donc pour le moment, on est parti, je dirais, vers une répartition qui va continuer sans cesse. En tout cas, c'est l'ambition de l'Union européenne. Maintenant, pour une fois que je suis à peu près d'accord avec Emmanuel Macron, c'est un scoop que je donne à votre antenne, cher André Berkoff, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qu'il a dit hier sur la question des migrants, il a rappelé ce qui est juste, et c'est ça qu'il faut dire aussi au pape François, qui fait 2 erreurs, je pense. La première, quand il dit à Marseille samedi matin, dans son discours devant la conférence de la Méditerranée, qu'il faut renoncer à l'assimilation et pousser la logique de l'intégration, ça nous mène tout droit vers le communautarisme, et ça n'est pas l'esprit de la France, en tout cas, ça n'est pas l'esprit des pays latins qui sont en Europe. Et la deuxième erreur, c'est que, Emmanuel Macron l'a justement rappelé hier soir, la France a déjà fait énormément d'efforts, vous le dites vous-même, 50 milliards dépensés pour l'accueil des migrants en général, admettons, 16 milliards ou une quinzaine pour le développement, sans compter les aides militaires, les aides diplomatiques, etc. Enfin, on fait beaucoup de choses. Alors, désordonnées, qui n'ont pas peut-être beaucoup d'effets, peut-être qu'il faut réorienter, peut-être qu'il faut modifier les relations que nous avons avec les États africains principalement. Mais en tout état de cause, ces sommes que nous dépensons, si elles étaient dépensées de manière prioritaire, non pas vers l'entretien de situations miséreuses sur notre territoire, mais pour aider au développement des pays d'origine de l'émigration, je pense qu'on y verrait beaucoup plus clair. Peut-être pour aider à ces Français qui vivent avec 800 € par mois. Et peut-être que ça dégagerait des ressources de manière juste pour nos compatriotes qui, eux, sont des fils de notre nation et qui méritent un peu plus d'attention. C'est pour ça que, effectivement... Enfin, on va leur donner 100 € par an pour payer les 100. Oui, tout à fait. Ça fait 25 centimes par jour. C'est ça, c'est beaucoup. Oui, mais ça, c'est pour acheter la voiture électrique. C'est très important. On en reparlera après. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci à vous. Et voilà, il faut écouter les discours, mais il faut aussi écouter le réel. C'est ça. Mais là, c'est pas seulement la liberté de penser, c'est la liberté d'afficher
celle de David Van Emmerik, qui est, je rappelle, on l'avait reçu il y a quelques jours, fondateur de l'association Destitution et référendum, enfin il appelle, et puis il pilote un ULM, et il s'est baladé depuis 45 jours partout. Et hier, au pied de la Tour Eiffel, on a essayé de lui dire, allez, reste un peu à terre. Qu'est-ce qui s'est passé, David Van Emmerik ? Écoutez, le régime actuellement qui occupe la France était très embêté par cette banderole destitution, parce que la destitution, elle est prévue dans la Constitution actuelle, c'est l'article 68. Et parce que moi, je fais très attention à respecter le plus possible les lois actuelles, en vigueur. Et du coup, leur but était de me faire passer pour un délinquant, pour décrédibiliser le message de la destitution. Ils essaient absolument tout. Le premier article de presse qui est sorti au sujet de la banderole destitution, ça a commencé par « En totale infraction, David Van Emmerik ». Moi, je pense que cet article était téléguidé depuis l'Élysée. Et depuis, peut-être pas, mais en même temps, quand j'ai appelé le journaliste, il n'y connaissait rien à l'article de loi dont il parlait, mais absolument rien. Et il commençait quand même par en totale infraction. Donc ça contrevenait à tous les principes de la presse et de Munich, de la Convention de Munich. Enfin bref, la charte, pardon. Ce qui s'est passé donc hier, c'est que comme j'étais de passage à Paris, pour la première fois, je m'affichais avec un petit t-shirt destitution qu'un ami me donnait. On l'avait mis, voilà. Au bout de 30 secondes, 3 ou 4 camionnettes de police sont arrivées sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars, on était à un endroit purement piéton, hein. Donc ils ont déboîté, on ne sait pas trop d'où ils arrivaient. Je pense qu'ils nous guettaient. Et probablement mon téléphone est sur écoute. Ou alors, les délais d'intervention de la République sont de 1 minute quand vous mettez un t-shirt destitution et que vous appelez David Van Emmerik. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont prié gentiment de les suivre au poste de police. Et moi, j'ai proposé gentiment d'aller ensemble pour prendre un café. Ils m'ont dit que du coup, c'était pas tout à fait une invitation, que c'était une arrestation. J'ai essayé de faire préciser le statut. Évidemment, ils étaient confus. Ils appelaient les chefs. Qu'est-ce qu'on fait pas ? Enfin bref, ils voulaient m'arrêter et commencer un procès. Et donc finalement la garde à vue juridiquement n'a pas eu lieu parce que ils étaient peut-être pas dans les temps, ils se sont foirés, hein, permettez le mot, et surtout parce qu'il y a eu un soutien massif sur les réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte que c'était contre-productif de me mettre dans les geôles de la République. Oui, voilà. C'est clair. Mais alors, justement, allons au fond, David Van Emmerik. C'est intéressant parce que vous faites une action, et après tout, on est en démocratie. Un principe, en démocratie, tout le monde a le droit de faire une action tant que vous ne cassez pas, tant que vous n'appelez pas la haine, etc. Mais moi, je voudrais revenir à cet article 68. Justement, vous dites que peu de gens l'ont lu, et c'est vrai. Et j'ai regardé. Alors, vous savez, la version depuis février 2017. 2007. Alors, je le lis parce que c'est important pour les auditeurs et je voudrais que vous réagissiez. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, bien sûr. Proposition de règlement de la haute cour adoptée, aussitôt transmise à l'autre par le Parlement dans les 15 jours. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois, bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Voilà. Donc, juste les décisions prises en application du présent article, c'est important, le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite, donc c'est quelque chose de très sérieux. Mais alors, je te demande, David Van Emmerik, si on va vers ça, disons, c'est même pas un travail d'Hercule, parce que, à supposer que vous ayez raison, c'est en tout cas, vos avis, un certain nombre de gens, il faut que le Parlement se réunisse, il faut que le Parlement statue en haute cour, il faut. Est-ce que votre action, qui a sa logique, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, que vous mettrez votre ULM devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et vous leur dites qu'est-ce que vous attendez pour faire la haute cour ? Parce que c'est eux qui décident. Alors, je voudrais vous demander sur le fond. Donc, les députés et sénateurs sont les représentants du peuple, et donc ce sont aussi les employés du peuple. Et aujourd'hui, on a un désir diffus dans la population de virer Macron. En tout cas, il y a un ras-le-bol. Bon, pas général. Et ça t'a vérifié. C'est ça qui est intéressant. Voilà, il faut vérifier. Et néanmoins, vous savez, entre un désir et un passage à l'acte, pour demander officiellement aux représentants de virer l'autre employé Macron qui manque à la Constitution, il faut se rendre compte que c'est d'abord possible. Et si je veux parler du possible, par exemple ici, on peut pas sortir de chez vous et marcher jusqu'à New York. C'est pas possible.
Donc en tant que projet, ce serait débile. Mais si je veux dire, je veux marcher jusqu'à Moscou ou en Sibérie, je peux, même si c'est très dur. Et il y a une très grosse différence entre l'impossible et le très difficile. Et quand les Français sauront qu'on peut virer Macron, même si c'est très dur, je pense qu'il y en aura de plus en plus motivés pour tenter ce qu'ils croyaient impossible, mais qui en fait n'est simplement qu'un peu dur à organiser. Alors, David Van Emmerik, je ne vais pas jouer l'avocat de Macron, mais en l'occurrence, vous savez, c'est que vous n'avez pas quand même peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Enfin, d'ouvrir une boîte de Pandore. Je m'explique. Il a été élu. Après, on est pour, on est contre. Il a été élu par telle personne, pas une. On n'a pas assez de temps pour en parler aujourd'hui. Voilà. Il faudrait. Admettons, il est élu, en tout cas, tout à fait légalement, et vous l'admettez, président de la République. Pourquoi demain et après-demain, on aurait un président aussi qui ne nous plairait pas, et un autre, David Van Emmerik, dirait à l'aide destitution. C'est-à-dire que vous aurez une boîte à ce moment-là, si on n'accepte pas la légalité du vote, même si on est encore une fois qu'on le hait, le président en exercice, demain vous aurez quelqu'un ou quelques-uns qui vont dire destitution. Ce qui, encore une fois, démocratie et le droit. Mais où ça s'arrête? C'est-à-dire que si vous dites, effectivement, parce que vous dites ceci, regardez, il dit... Est-ce que, à votre avis, manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? Est-ce que vous pouvez affirmer, vous, David Van Emmerik, qu'aujourd'hui, il manque à ses devoirs et que c'est incompatible avec l'exercice de son mandat? On peut faire une liste longue comme mon bras de manquements de Macron à la Constitution et surtout de manquements de respect au peuple. Les 2 premiers articles de la Constitution, c'est la République est démocratique. Pas la République est parlementaire, dans les mains d'un président monarque. Enfin non, ça commence par dire quand même que la République est démocratique. Ça veut dire le pouvoir au peuple. Et l'article 2 enfonce le clou en disant le principe de la République, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Macron, dans l'ensemble de ses actes et de ses paroles, est en opposition aux 2 premiers principes. C'est les 2 premiers. Et donc, les manquements fondamentaux... Enfin, et en plus, son premier job qui a marqué, dans la description du poste, c'est garant de la Constitution. Et lui, c'est celui qui se moque de la Constitution. Donc il est en désaccord total avec sa mission. En quoi il se moque? Il se moque du fait qu'il est l'employé du peuple, puisqu'il agit de manière arrogante. Rien que son attitude serait inacceptable, comme si c'était un président d'entreprise qui se moquait des actionnaires. Il serait renvoyé. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais le problème, vous savez, c'est intéressant. Et d'autres raisons, il y en a longues comme mon bras, mais je ne peux pas toutes les mettre sur la table aujourd'hui. Bien sûr, David Van Emmerik. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas, et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela que votre démarche est suivie, est-ce que le problème n'est pas l'absence de contre-pouvoir? Parce que s'il y avait des contre-pouvoirs en France, qu'il soit le législatif ou le judiciaire ou le Conseil d'État, etc., ce que doivent être les contre-pouvoirs en France, peut-être que votre présence, et peut-être, et en cela c'est intéressant, quel que soit ce qu'on peut penser du fond, c'est que peut-être il y a l'absence de contre-pouvoir qui fait que des gens disent tiens, ce type il circule lui-même avec des institutions, ah oui d'accord, il exprime quelque chose. C'est ça. Ouais, je rebondis sur, vous avez dit la boîte de Pandore. Oui. Ce serait dangereux de virer un président qui aurait été élu. Mais moi je veux dire, c'est exactement le contraire. C'est le retour à la liberté. Si les textes permettent de renvoyer un employé pour ses fautes lourdes, mais cet article-là, c'est le garant du fait que le peuple, le boss, c'est le peuple. Sans quoi, on n'est pas en démocratie. Cet article 68 est le garant de tout le reste de la Constitution. Et pourquoi il est arrivé tardivement dans la Constitution? Parce que l'auteur de la Constitution avait comme loi non écrite, De Gaulle, avait comme loi non écrite inscrite dans ses gènes que si le peuple n'était pas avec lui, le président n'avait pas de légitimité. Et les autres ont abusé du texte qui permettait de s'accaparer les pouvoirs. Vous parlez des contre-pouvoirs. Le premier des contre-pouvoirs, ça doit être le peuple. Le deuxième, c'est le texte lui-même de la Constitution. Oui, mais heureusement, il y a cet article 68. D'accord, mais alors qui décide? On va refaire cette discussion. Mais là, qui décide? Vous dites le peuple, mais vous n'êtes pas le peuple. Je ne suis pas le peuple. Non. Donc, comment, par quelle voie? C'est référendum? C'est quoi, à votre avis? Moi, je suis un messager de l'article 68. Je suis un messager de liberté qui rappelle aux Français leur dignité. Et donc, si les Français ne vous suivent pas, si les Français choisissent un empereur japonais lors d'une prochaine élection, mais ils feront ce qu'ils veulent. Le peuple est souverain. C'est ça le message. Et si le peuple, qui une fois qu'il a compris qu'on pouvait virer Macron, décide de virer Macron, eh ben, on s'organise, on le fait. Et ça sera un travail d'Hercule, mais un travail d'Hercule libératoire. Vous parlez de travaux d'Hercule, on va passer la chasse d'eau. Il
Il n'y aura plus de merde au fond de l'écurie. Vous y allez fort, là. C'est vous qui parlez de travaux d'Hercule. Oui, travaux Il faut passer la chasse d'eau. Moi, je ne parle Il faut pas tirer de la chasse d'eau. C'est une autre métaphore qui, à mon avis, ne tient pas. C'est un des travaux d'Hercule. Le vrai problème que vous posez, moi, l'exemple, je comprends. Le vrai problème que vous posez, c'est qui décide et à quel moment. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est que le référendum ou les assemblées. Encore par l'article 68, il ne parle pas de référendum. L'article 68 est très clair, vous y référez tout le temps. Donc, en fait, ce qu'il faut convaincre, si je suis votre logique, ce qu'il faut convaincre, c'est que l'Assemblée nationale ou le Sénat décident de vous... Vous savez, vous m'avez invité pour un quart d'heure, il reste 3 minutes. Ouais. Et le plan, il est clair. Je l'ai martelé, il y a 3 étapes. 1, on s'organise. 2, on grossit. On arrive à plusieurs millions de membres. 3, bataille au Parlement. Et je ne vais pas donner toutes les techniques militantes de la phase 3 tant qu'on n'aura pas dépassé la phase 1 et la phase 2. Mais je vous garantis que nos techniques militantes sont pacifiques, efficaces et novatrices. Je suis ingénieur et ça fait 10 ans que je réfléchis à comment on restaure la démocratie en France. Je suis bénévole depuis 10 ans, je réfléchis tous les jours comment on fait. Et d'abord, je vais demander pardon aux Français. Les Français sont incroyables, ils se sont mobilisés à l'époque des Gilets jaunes. J'attendais que ça. Mais évidemment, c'est parti dans tous les sens. Et puis surtout, moi, je veux demander pardon pourquoi ? Parce que je suis resté à l'étranger dans les pays de l'Est. Parce que, comme vous l'avez vu, dès que je sors à Paris, que je sors la moindre petite banderole, la police arrive direct. Ça a toujours été comme ça depuis sous Hollande. Ils détestent qu'on explique que le gouvernement n'est pas une démocratie, que le régime n'est pas une démocratie. Et donc, comme je le fais, avec des mots rationnels, je suis le premier sur la liste des personnes arrêtées. Et quand la répression a monté d'un cran à l'époque des Gilets jaunes, qu'ils se sont mis à crever des yeux et à arracher des mains, et qu'on ne le voit pas sur les médias principaux, ou que tout ça c'est censuré. On l'a vu. Oui, on le voit pas. On voit pas comment ça s'est passé sur le terrain. Et moi, quand je l'ai vu, je suis désolé, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que pour travailler, en tant que militant, j'ai besoin de mes 2 yeux. C'est tout. Alors, David, et donc je demande pardon à tous les Gilets jaunes et je les félicite. Où vous en êtes, vous, dans l'association des institutions ? Combien de gens vous suivent ? Vous avez des chiffres ? Donc on estime qu'on a 6 000 membres actifs qui ont signé et qui nous rejoignent sur nos canaux privés et qui participent activement. C'est très bien parce que finalement c'est une multiplication par 10 à peu près tous les mois. Donc si on suit ces multiplications par 10, dans à peu près 3 mois on pourrait être 6 millions. Et là on commence à parler. Là, quand on sera 6 millions, dans peut-être 3 mois, on pourra dire aux députés, écoutez, vous êtes les représentants, alors maintenant faites votre job. Et je vous garantis que la manière dont on fera les pressions sur les députés s'ils ne font pas le job d'être représentants de la volonté populaire, vous nous le direz à ce moment-là, on les convaincra. On verra. Oui. Donc écoutez, rendez-vous dans 3 mois, vous reprenez tout de suite votre ULM. J'espère qu'on se revoit avant parce que je vous aime bien, monsieur Berkoff. D'ailleurs, je vais vous offrir un autocollant d'institution. Je sais qu'en tant que journaliste, peut-être vous n'avez pas le droit de le prendre. Non. Peut-être que si, en secret. Donc je vais en laisser plein sur la table pour tous les copains. On le laissera sur la table, il n'y a pas de problème. Merci David Van Elmerick, et puis à bientôt dans le ciel. Merci David Van Elmerick d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Destitution et Référendum et toujours pilote de ce fameux Ping Martini, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, et puis je fume. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, qui est extraordinaire, c'est que il y a une association au Monténégro. Ils ont organisé, depuis 14 ans, le Festival de la Flemme. Le Festival de la Flemme, fabuleux. Festival de la Flemme, écoutez, il y a des candidats s'affrontent au Monténégro, ça fait 12 ans. Et il y en a, les 4 finalistes sont couchés depuis plus de 800 heures. Absolument, 800 heures, ils en ont rien à faire. Voilà, ils sont trop contents et ils vont gagner le très convoité titre de plus gros flemmard, la somme de 1 000 €. Voilà, et Lydia Markovitch explique, moi je suis ici depuis 34 jours, je me lèverai quand je m'ennuierai. Et pourtant, elle ne s'ennuie pas. Et puis voilà, une jeune esthéticienne, et il y a d'autres personnes qui sont avec elle. Et voilà, ils sont là, et je ne sais pas qui va gagner, on le saura la semaine prochaine. Vous imaginez, maintenant, il y a des championnats de la flemme. On sent qu'au moment où on dit, ouais, il faut se mobiliser, il faut travailler, il faut y aller, et voilà, ils sont comme Ping Martini. Ils se sont inscrits
au début du concours, ils ont le droit de garder leur téléphone ou leur tablette avec eux au lit, ainsi que lire des livres, recevoir des visites quand même. Les participants ont suffisamment d'eau et de nourriture, mais attention, interdiction formelle pour ceux qui veulent faire ça, de s'asseoir ou de se lever, à condition, à l'exception évidemment des pauses techniques de 15 minutes accordées tous les 8 heures. Voilà. C'est intéressant, le festival de la flemme. Vous voyez, dans ce monde où on s'agite, où on polémique, où on n'en peut plus, eh bien, il y a des gens au Monténégro qui ont décidé de flemmarder et de prendre leur temps et de laisser, comme disait l'immortel François Mitterrand, de laisser du temps au temps. Intéressant, non? Chants, c'est pas des chants qu'on a envie d'entendre, hein. Jamais. En tout cas, jamais plus. Eh ben, mon ami se chante pour une raison très simple. C'est que il y a 2 jours, au Canada, une standing ovation, tout le Parlement canadien debout, en train d'applaudir un vétéran de 98 ans. Voilà, c'était, vous savez, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a rendu visite à Justin Trudeau, et tous les deux, après le discours de Zelensky et le discours de Trudeau, eh bien, un certain Jaroslav Hunka s'est levé et a salué de la tribune. Il a été reconnu par le président de la Chambre, héros de guerre canado-ukrainien, etc. Et voilà ce qu'on disait. On disait, le président de la Chambre, nous avons ici dans la Chambre aujourd'hui un vétéran ukrainien-canadien de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes et continue de soutenir les troupes aujourd'hui, même à son âge de 98 ans. Hurlement, enfin, standing ovation, voilà, évidemment, l'Ukraine contre la Russie. Sauf que ça, on ne l'avait pas dit, eh bien, que ce Jaroslav Hunka, eh bien, faisait partie des Waffen-SS de Bandera pendant la guerre de 40-43. Il était très jeune, mais entre 43-44, et ça a été vérifié. Il n'a pas fait partie de la Wehrmacht, il a fait partie des Waffen-SS. Alors, je ne vous dis pas, évidemment, la réaction. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que personne dans une assemblée élue, dans une assemblée officielle, avec les présidents qui savent ce qu'ils reçoivent, que personne ne s'est enquis du passé de ce monsieur. De ce monsieur qui, effectivement, alors, avalanche d'excuses par la suite. Enfin, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas. On ne s'enquiert pas. Et effectivement, on a demandé à Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. C'est vrai que vous avez pris position, et de façon assez courageuse, je dois dire, par rapport à ce qui se disait, par rapport à tout ce qui niait, qui avait le moindre lien entre un certain nombre de bataillons du style Azov et une certaine idéologie nationale socialiste. Et puis là, on voit que quelqu'un, bon, effectivement, 98 ans, qui a quitté l'Ukraine pour le Canada il y a très longtemps, mais on apprend qu'il a fait partie des Waffen-SS. Qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Klarsfeld ? Oui, il est évident que je suis, la plupart des Juifs sont indignés qu'un ancien Waffen-SS soit ovationné dans un parlement occidental. C'est une véritable honte. Alors on dira, on ne savait pas qu'il était Waffen-SS, mais vous avez vous-même dit que le président de la Chambre a dit qu'il a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qui a combattu les Russes sinon les nazis et les affidés des nazis qui étaient les nationalistes ukrainiens. Donc où ils manquent d'à-propos, où ils sont vraiment stupides. Bon, ils disent aujourd'hui que c'était une méprise. Je veux bien croire que c'était une méprise. Il y a eu des excuses qui ont été apportées, mais c'est une réelle honte. Et je remarque aussi qu'à part vous, personne d'autre m'a interrogé, qu'il n'y a pas eu de dépêche AFP. Donc il y a une volonté de dissimuler cela, en tous les cas en Occident. Et que c'est ce que j'avais dit depuis le début, si on laisse les Ukrainiens glorifier des génocidaires comme Bandera et autres qui ont des statues et des rues à leur nom en Ukraine, eh bien on en viendra à réhabiliter Hitler
et d'autres parce qu'ils auront combattu les Russes. Et c'est bien ce qui a été montré au Parlement européen. Applaudissez cet homme qui a combattu avec les nazis, en gros, hein, parce que personne avec qui d'autre il pouvait combattre les Russes. Applaudissez cet homme parce qu'il a combattu les Russes. Et donc l'ennemi, ce n'est plus les nazis, l'ennemi c'est les Russes. Et je rappelle que quand même que sans l'armée rouge, il n'y aurait plus de juifs en Europe, et je ne serais pas là pour vous parler. Vous ne serez peut-être pas là pour m'entendre. Et en France, on aurait peut-être parlé allemand aussi, il faut le dire. Voilà. Sans les Russes. Il faut quand même le dire sans prendre parti pour ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. En tout cas, merci Arnaud Klarsfeld. C'est vrai que ça ne veut pas dire que si on est contre l'invasion russe, etc. Ça ne veut pas dire il faut condamner l'invasion russe. Poutine n'avait pas besoin, mais il faut dire les choses comme elles sont, rétablir la vérité historique et pas essayer de la balayer sous le tapis. Voilà, exactement. Merci Arnaud Klarsfeld. Merci à vous. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit François Gervais, le physicien et essayiste et auteur de ce nouveau livre, Le déraisonnement climatique, le grand déni énergétique. C'est aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour. Alors, déraisonnement climatique, François Gervais, c'est pas votre premier livre, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir, effectivement. Vous avez écrit beaucoup d'ailleurs, tout à fait passionnant, les impasses climatiques, et déjà, hein, je veux dire, qui avait fait l'urgence climatique est à l'heure. 2018, hein, 5 ans déjà, et à l'époque, on vous avait traité de tous les noms, certains en disant comment, conspi, évidemment, conspirationniste et autres, enfin. Et puis le réel fait son apparition, et puis le réel tue un certain nombre de narratifs. Et je voudrais commencer par l'actualité, parce que hier, donc Emmanuel Macron a donné une interview de journalistes TF1 et France 2, et il disait voilà, nous, notre but, si vous voulez, il faut le savoir, c'est de réduire à 0% les admissions de gaz à effet de serre, non, d'abord à 50%, dit-il, jusqu'à 2030. Nous voulons faire une écologie à la française, nous voulons réduire nos émissions de CO2, nous voulons sortir du charbon alors qu'on en a encore, nous voulons électrifier les véhicules, terminer les thermiques, etc., etc. Nous construisons, vous savez, les usines à batterie. Et vous dites, attendez, peut-être que, et je cite le sous-titre de votre livre, François Gervais, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine. Or, on écoute des responsables politiques qui, au nom de la science, disent voilà ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La France, actuellement, émet effectivement des gaz à effet de serre. On va se fixer sur le CO2 qui est le principal, finalement. Bien sûr, oui. Si on compare les émissions de la France, là je reprends les chiffres du GIEC, attention. Hein. Du GIEC, oui, je reprends les chiffres du GIEC. Hein, oui, d'accord. Pour pas provoquer polémique Prenons les chiffres du GIEC. Inutile. Ouais. En fonction de ça, la France augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère de 1/20 millième par an. 1/20 millième par an, la France. Autrement dit, il faudrait faire ça pendant 20 000 ans pour que ça commence à avoir un impact, qu'on fasse ou qu'on fasse pas. 1/20 millième par an. Depuis... Enfin, ces dernières années, quoi. Enfin, c'est à peu près constant. 1/20 millième par an, oui, c'est intéressant déjà. Oui. Alors bon, on peut toujours faire, hein, mais dire que ça aura de l'impact, oui, dans 20 000 ans. À force. Mais alors pourquoi mais on ne parle que de ça. On dit voilà tout ce qu'il faut faire. Oui. Regardez ce qui se passe par exemple quand on dit juste un mot. Mais je voudrais vraiment qu'on réagisse puisque c'est un terrain que vous connaissez bien. Vous savez, actuellement, c'est le prix de l'essence. Et quand on dit à l'État, pourquoi, et on l'a dit à Emmanuel Macron, pourquoi vous ne baissez pas les taxes de l'État qui sont presque 50% et presque plus sur l'essence à la pompe? Ah, il dit, ah non, on ne va pas toucher à ça. Est-ce que c'est pourquoi? On ne va pas détaxer les énergies fossiles, c'est un péché. C'est quoi l'idéologie derrière tout ça? Ça rapporte 40 milliards par an à l'État. Hein, donc, bon. Oui, pas mal. Bon. Oui. Alors, si vous avez évoqué les véhicules électriques, les batteries, là encore, on va reprendre les chiffres du GIEC. Je prends le paragraphe D.1.1 du résumé à l'attention des décideurs du dernier rapport AR6 du GIEC. Il nous dit: chaque 1000
milliards de tonnes de CO2 envoyées dans l'atmosphère réchaufferait la Terre. Alors, il donne une fourchette d'incertitude de 233% quand même. Enfin, la meilleure estimation qu'il donne, ça serait 0,45 degrés si on envoyait 1000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors, dans l'atmosphère, il y en a 3300 milliards de tonnes. Bon, actuellement, de CO2. Actuellement. Autrement dit, si on voulait doubler, ça réchaufferait la planète de 1,5 degré. Mais le doublement, c'est pas pour tout de suite, dans la mesure où l'augmentation mondiale, c'est 0,5% chaque année, mesuré à l'observatoire de Mauna Loa, par exemple. Donc, parce que toutes nos émissions ne restent pas dans l'atmosphère. Ça, c'est très important de le dire. Oui. Il n'y en a que 44% qui restent dans l'atmosphère, et ça, c'est encore dans le rapport du GIEC, et 56% qui vont profiter en particulier à la végétation, aux plantes nutritives et au plancton marin également. Oui, et on oublie parce que les gens pensent que le CO2, ce n'est que absolument que c'est ignoble, enfin que c'est polluant. Le CO2 sert aux plantes, ça sert à la vie, quoi. C'est ce que nous expirons, le CO2. Et dans notre haleine, il y a 20 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Dans notre haleine. Quand nous expirons, il y a 20 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Alors, pour la voiture électrique, on peut donc reprendre ce petit calcul. Prenons l'exemple d'une voiture qui émet 100 grammes de CO2 au kilomètre, qui est, qui n'a pas encore de malus, mais ça se trouve juste à la limite pour l'instant. Considérons 1 million de ces voitures qui parcourent chacune 100 000 kilomètres. 1 million de voitures qui parcourent chacune 100 000 km. D'accord. Et réchaufferont la planète, avec les chiffres du GIEC, de 2 millionièmes de degrés. Ah voilà les chiffres. Enfin, je veux dire, je reprends les chiffres du GIEC à dessein pour ne pas me faire accuser d'eux. Non. Et Dieu sait si les chiffres du GIEC sont contestés. Enfin, c'est autre chose. On pourrait chatouiller les derniers digits, oui. Mais alors, ça veut dire quoi? Que c'est une gigantesque, pardon de le dire, fumisterie de parler de ça. Surtout qu'on parle de la France qui est, je crois, maillot jaune en matière de combat contre le CO2. Tout à fait. Si on regarde les émissions de la France et qu'on divise par le PIB du pays et qu'on compare les différents pays entre eux, alors les plus gros émetteurs, c'est la Chine, suivi des États-Unis, de l'Inde, etc. Si on divise les émissions de chaque pays par le PIB, la France est la première de la classe. C'est elle qui émet le moins de CO2 par point de PIB. La Chine, c'est 6 fois plus. Attention, hein. L'Allemagne, c'est 50% de plus. Mais alors justement, François Gervais, c'est intéressant. Alors on dit, regardez, c'est formidable, il faut continuer. Voilà, la France est un bon élève, même le premier de la classe, etc. Mais est-ce que ça change quelque chose vis-à-vis de la pollution? Franchement. Non, mais puisque l'environnement n'est pas le même, puisque nous sommes les premiers de la classe, mais les autres sont très retardataires. Or, on n'a pas les frontières. Enfin, l'espace, c'est pas les frontières. Les gaz ne s'arrêtent pas aux frontières. Voilà. Ça, nous sommes d'accord. Alors, on va prendre quand même l'exemple de la Chine, puisque c'est quand même le premier émetteur. Ouais. Et c'est devenu, en même temps, en l'espace d'une vingtaine d'années, le premier marché automobile du monde. Ils ont multiplié par 145 leurs émissions de CO2. 145. En quelques années. Voilà. Ouais. Eh bien, de façon paradoxale, si on reprend ce discours prétendument polluant, de façon paradoxale, l'augmentation de l'espérance de vie en Chine n'a jamais été aussi élevée. Alors certes, la révolution culturelle avait fait des ravages, hein, ça, bien sûr, mais ça ne suffit pas à expliquer. Maintenant, je veux dire, la proportion de Chinois qui vivent très vieux, ce qui n'est pas ça poser problème, parce que comme ils ont lu longtemps la politique de l'enfant unique, c'est un problème de... Et là, vraiment, la Chine a atteint des records de longévité. Oui, tout à fait. Le Japon également, d'ailleurs, et la Chine aussi. Et pourtant, ils sont devenus le premier marché automobile au monde. Donc, il faudrait quand même faire attention aux choses un peu toutes faites et travailler un petit peu les dossiers avant de mettre ça sur la place publique. C'est pas très sérieux.
Donc vous parlez justement, c'est le titre de votre livre, de déraisonnement climatique. Alors, vous analysez, d'ailleurs, et je le recommande vraiment ce livre parce que vous dites énormément de choses justement sur ce grand défi énergétique et encore une fois, on ne parle que de ça puisque, encore une fois, Emmanuel Macron, le président Macron, axe tout son effort, il l'a encore dit hier soir, sur justement la transition énergétique. La transition énergétique, c'est là, il faut bon. Mais c'est quoi? C'est idéologique, c'est politique, ce déraisonnement. Ça vient de quoi? Parce que c'est un formidable business. Et évidemment, comme dans tout business, il y en a qui en profitent. Bien sûr. En particulier, ceux qui sont dans le tout électrique, depuis la production de l'énergie jusqu'à son utilisation. Il est évident qu'ils ont intérêt, bien sûr, c'est un marché pour eux, bien sûr. Bien sûr. Par exemple. Alors, on va continuer à en parler juste après cette petite pause. Ensuite, on aura nos auditeurs. Et on va continuer à faire l'inventaire un peu de tout cela. On continue de parler de transition énergétique sur Sud Radio avec François Gervais qui est notre invité de ce face-à-face du jour et avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite sur. Oui, l'artilleur qui fait effectivement un très bon travail du point de vue des essais. L'édition François Gervais, alors on parlait, c'est intéressant parce que en fait le déraisonnement climatique, on se demande s'il n'est pas le fils naturel ou pas du déraisonnement politique, parce que ou idéologique, parce qu'on peut se dire. Alors, justement, moi, je voudrais vous parler j'aimerais avoir votre analyse un peu sur ce qui se passe. C'est amusant. Vous savez, pendant des années, on a parlé de Tristan et Iseux, le couple de pigeons s'aimer d'amour tendre, le couple franco-allemand. On marchait d'un même pas, etc. Et aujourd'hui, on entend encore Macron qui dit oui, non, on va pas faire comme les Allemands. Eux, ils ont fermé tout le nucléaire. Nous, on sait très bien qu'on avait toute cette avance. On l'a perdu, mais enfin, on va la rattraper. Soi-disant, on va fermer les centrales à charbon. L'Allemagne, actuellement, avait fermé toutes ses centrales à charbon, est en train les éoliennes, c'est en train de se démonter, et ils veulent revenir au charbon et au gaz. Nous achetons, comme on sait, et vous le savez mieux que personne, c'est très intéressant, nous achetons du gaz de schiste en Amérique à des prix prohibitifs, alors qu'on n'a pas le droit chez nous, très bien. Et le gaz indien, qui est du gaz russe raffiné, etc., etc., etc. Cette espèce je dirais, de déraisonnement, même dans les investissements, ça tient à quoi? Enfin, je m'amuse toujours quand je regarde les bus qui circulent à Tours. Il y a marqué Éco-bus, roule au gaz naturel. Mais le gaz naturel, c'est un gaz à effet de serre. C'est absurde. On prétend décarboner, mais on utilise le gaz naturel. Mais malgré l'adjectif naturel dont il se prévaut, c'est un gaz à effet de serre. Bon, alors effectivement, quand l'Allemagne a beaucoup investi dans les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, mais quand il n'y a pas de soleil, la nuit, et quand il n'y a pas de vent, eh bien, intermittent. Voilà. Alors non seulement ils ont rouvert des centrales au charbon, pire, des centrales à lignite, qui est vraiment le plus sale possible, et ils brûlent du gaz. Autrement dit, on prétend décarboner avec ces énergies intermittentes. En réalité, on a besoin dans des proportions importantes, parce que les facteurs de charge sont pas si élevés que ça. Donc, on est obligé finalement de compenser en brûlant, en brûlant, du gaz à effet de serre. Bon, c'est complètement contradictoire. Oui, et même cette absurdité, personne n'a l'air de la voir. Enfin, quand même. Vous voulez dire qu'au nom de la dépollution, de la décarbonation, du combat du gaz à effet de serre, on utilise du gaz à effet de serre. Évidemment. Voilà. Et on ne peut pas s'en passer. Et on ne peut pas s'en passer. Puisque, bon, les Allemands, enfin Angela Merkel, à l'époque, avait joué la carte d'un gazoduc qui venait de Russie, et qui donc les alimentait en gaz. Maintenant, ils sont obligés de faire des terminaux méthaniers pour ramener toujours du gaz à effet de serre, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer.
Ou alors, il faut admettre qu'on a de l'électricité que certains jours, à certaines heures du jour. C'est un peu embêtant. Et alors la France, où elle en est de ce point de vue-là, François Gervais, je veux dire, on voulait, rappelez-vous, 50%, on voulait supprimer 50%, les écologistes de Dominique Voynet, etc., même François Hollande, 50% des centrales nucléaires doivent disparaître, etc. Fessenheim, bon, c'est fini. Astrid, terminé, enfin ça n'a même pas existé avant de commencer, etc. Où on en est, c'est-à-dire que est-ce qu'on est encore dans cette espèce de grosse, je dirais, discussion politique avec les écologistes, ou on est passé ce stade-là? Alors, quand on parle de consommation d'énergie, en France, 1/4 de l'énergie, c'est de l'électricité. Mais 3/4, évidemment, c'est des combustibles, pétrole, gaz, etc. C'est ça, 1/4 électricité, 3/4 énergie fossile. Voilà. Alors, dans l'électricité, la France, pour 75% de son électricité, fait appel au nucléaire. Bon, donc ça, ça n'émet évidemment pratiquement pas de CO2, on est bien d'accord, et il y a pas mal d'hydroélectricité également. Le total des deux, sauf quand il y a beaucoup de tranches nucléaires qui sont à l'arrêt pour maintenance, ce qui a été le cas, entre parenthèses, l'hiver dernier. Ouais. Bon, mais si ça n'est pas le cas, bon, on va dire que 90% de l'électricité est décarbonée. Il n'y a pas besoin, je veux dire, d'implanter des éoliennes, puisqu'on a déjà une électricité qui est complètement décarbonée. Donc c'est business, ça, les éoliennes. C'est business. Pour la France, c'est clairement business. On n'en a pas besoin. On produisait suffisamment d'électricité. Alors, attention, parce qu'il y a un truc qui est très vicieux. Et ça, c'est l'Europe. Ouais. Quand on fait de l'électricité, on doit prioritairement utiliser les énergies intermittentes. Et donc, mettre... C'est une directive de l'Europe. C'est une directive. Et donc, mettre en veilleuse le nucléaire et l'hydroélectricité pour privilégier ces énergies-là. Autrement dit, comme les frais fixes sont toujours les mêmes, si on les utilise moins, ça coûte plus cher. Et on commence à le voir sur notre facture d'électricité. Oui, on le voit de plus en plus. Oui. Et ils impactent, comme vous le savez, les petites entreprises, les moyennes entreprises, de façon... Mais encore une fois, tout ceci, si je vous écoute, et si on lit votre livre, et encore une fois, vraiment lisez-le, parce que ça vous apprendra... Enfin, c'est le retour du réel. Mais c'est donc idéologique. C'est-à-dire la démarche, qu'elle soit au niveau de l'Union européenne et autres, bon, il y a la démarche business, ça on a bien compris que pour un certain nombre de gens, évidemment, il y a toujours des gens qui s'enrichissent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais politiquement, est-ce que c'est... Enfin, on n'est pas dans la tête des dirigeants, mais cette politique-là, c'est vraiment l'Union européenne qui l'a imposée depuis 30, 40 ans, etc. C'est l'Organisation des Nations Unies. D'accord. Déjà. L'alarmiste en chef, actuellement, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Gutiérrez. Oui. Ouais. Ah oui, clairement. Donc, ça vient d'abord de là. C'est l'Organisation des Nations Unies qui organise les COP, les conférences des parties chaque année. Ouais. C'est elle qui a... Le GIEC dépend directement de l'Organisation des Nations Unies. Il est payé par eux, oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Ouais. Donc, c'est l'Organisation des Nations Unies. L'Europe a pris le train en marche, mais à la base, c'est quand même l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, au nom de dire il faut faire une planète plus vive, enfin moins polluée, sauvons la planète. Enfin, on pense ça du matin au soir, sauvons la planète. Mais en fait, pour sauver la planète, ils utilisent tous les poisons possibles. Bien de ça. Et puis alors, c'est surtout que si on va jusqu'au bout de l'idée de la décarbonation, donc on va multiplier les véhicules électriques, les éoliennes. Mais pour les fabriquer, il faut déjà de l'énergie, d'une part, à peu près 2 fois plus que dans le cas d'un véhicule à moteur thermique, 2 fois plus d'énergie pour les fabriquer. Et donc, on va avoir, si vraiment on fait ça à grande échelle, on va avoir un pillage des ressources minérales de la planète. En clair, tout ce qui rentre dans la composition de tout ça, c'est-à-dire bien évidemment du cuivre, des terres rares, le cobalt, le nickel, etc. Et on va donc avoir... faut quand même voir que le lithium également, le lithium, pour avoir 1 tonne de lithium,
faut utiliser 2 millions de litres d'eau. Vous voyez, une tonne de lithium, oui. 2 millions de litres d'eau. C'est pas franchement écologique. Hein. C'est fou, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, au nom de l'écologie, on va piller les terres, enfin tous les minéraux possibles, et en même temps, l'eau, et on va utiliser des tonnes d'eau. Disons qu'il va y avoir des effets, des dégâts collatéraux considérables si on pousse vraiment cela, le tout électrique, pour faire simple, si on le pousse vraiment à développer comme on a l'air de certains veulent qu'on le fasse, il y aura des dégâts écologique à une échelle sans précédent. Ouais, c'est quand même assez hallucinant parce qu'il faut le voir. Non mais c'est ça, on part d'un côté de la réalité mais pas du tout de l'autre. On masque complètement ça pour dire que tout va bien. On va en parler tout de suite après cette petite pause, encore avec François Gervais. Avec François. Des raisonnements à tous les étages. Avec François Gervais et puis avec vous, chers auditeurs aussi, au 0826 300 300. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout. Physicien, professeur émérite à l'université de Tours, François Gervais a été pendant 30 ans au CNRS. D'abord directeur de laboratoire, conseiller scientifique et spécialiste en communication. Il est médaillé du CNRS en thermodynamique. Je dis ça pour les quelques personnes qui diraient oui, mais alors scientifique et pas scientifique. Justement, quand on est vraiment scientifique, justement, on ne parle pas au nom de la science et on ne dit pas, on essaie de ne pas dire n'importe quoi. Justement, en fait, François Gervais, quand on voit tout ça, cette espèce d'extraordinaire, émotivité, et vous avez dit, hors antenne, vous avez dit le problème, c'est qu'il y a une régression de la connaissance scientifique et que les gens parlent, écoutent, j'en parle, ils ne savent même pas effectivement ce que c'est que la science, ce dont ils parlent. Il faut dire que on est inondé d'images dévoratrices. Aujourd'hui, on est plongé dans des images dévoratrices. Comme par exemple Par exemple, notre petite machine là, qui est dans notre poche, là, qui permet de communiquer. L'iPhone, le portable, Bien sûr. Et les enfants, même moins de 10 ans, ont déjà leur smartphone. Donc, c'est tellement facile de se promener avec ça qu'il n'y a plus... quand on se pose une question, toc, on va voir ça et puis on a la réponse tout de suite. Je veux dire, on n'a pas besoin de se plonger comme c'était le cas. Il n'y a pas si longtemps. Il y a, disons, je me rappelle quand j'étais jeune chercheur, je préparais ma thèse de doctorat d'État et à l'époque, quand on voulait faire un calcul, on perforait des cartes. C'est bien que ça aille plus vite maintenant. Oui, non mais j'entends bien, on perforait des petits trous dans les cartes et puis après on attendait que les résultats sortent sur un listing bordé de petits trous. Donc c'était comme ça. Ça, c'était il y a 50 ans. Mais aucun d'entre nous n'aurait imaginé que maintenant, en quelques pressions du doigt sur un écran tactile, ça y est, on aurait la réponse. Ça a complètement changé de ce point de vue-là. Alors, c'est un bien à un certain point de vue. Il ne s'agit pas de mais dénigrer. Ça induit quelque chose d'autre. Bien sûr, ça. Bien sûr. Ouais. Et alors justement, à votre avis, qu'est-ce qui ferait de retrouver un certain équilibre, je ne dis même pas une certaine sagesse? Vous disiez quelque chose, vous voyez, les gens qui disent 40%, alors que c'est 0,4%. 0,04%. Concentration de CO2 dans l'atmosphère, 0,04%. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il y a 40% de CO2 dans l'atmosphère, en fait, il y a 0,04%. Voilà. Aujourd'hui, à la date où on parle. Exactement. Ouais, c'est quand même hallucinant, parce que c'est pas ce qu'on entend partout, quoi. Et qu'on dit, voilà, c'est fini, on va crever. Et à votre avis, c'est quoi? C'est dans la connaissance, c'est dans la pédagogie, c'est qu'on pourrait retrouver un certain sens de la réalité. Alors il y a déjà, ça m'avait profondément choqué, il y a une injonction de l'Organisation des Nations Unies pour dire il faut enseigner ce que nous prônons. Oui. Autrement dit, déjà, plus question de débattre. Alors c'est ce que, par exemple, vos confrères de Radio France, plus de débat sur le sujet. Interdit. Ah bon, il n'y a pas de Ils débat. ont signé une charte comme quoi il n'y aurait plus de débat sur ce sujet. Interdit. Ah oui, heureusement qu'il y a encore des radios comme vous. On ne peut pas mettre en question... Non, on ne peut pas mettre en question. Les enseignements de l'ONU, enfin les injonctions de l'ONU. Ouais. Le débat n'est plus possible sur les chaînes
Radio France. C'est dans la charte, c'est inscrit dans la oui, charte. c'est une charte qui date d'il y a peu de temps, hein, mais qui commence déjà à être appliquée. Donc, j'y serais pas invité par définition. C'est pas la peine de l'imaginer. Heureusement quand même qu'il y a des radios comme vous. Non, mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que quand même, il y a des gens qui le disent, vous le dites, et il y a d'autres un peu partout. D'ailleurs, vous avez vu les assemblées de scientifiques sur le climat. Il y a eu énormément de choses en Amérique et ailleurs, en Allemagne et ailleurs, en disant à télé, et des grands spécialistes du climat, ils disent arrêtez votre hystérie climatique. Vraiment, ils sont nombreux. Il y a des dizaines et des centaines de scientifiques, de chercheurs qui disent arrêtez. Et on a l'impression que... Alors, est-ce que ça a quand même un impact, ou est-ce que, au fond, on continue à vaquer médiatiquement et politiquement aux occupations et puis sans voir ça? Alors, vous avez reçu, il y a quelque temps, Stephen Koonin à ce micro. Lui insiste sur le fait qu'il y a une énorme incertitude. Le fait est que dans les rapports du GIEC successifs, l'incertitude était de 300%. Vous imaginez 300% d'incertitude? Mais est-ce qu'on prendrait une voiture si on disait que on ne sait pas trop si ça va marcher? Il y a 300% d'incertitude. Une voiture ou autre chose. C'est énorme. Et donc on dit il y a un consensus. Mais non, quand on regarde, c'est comme les plombs qui sortent du canon d'un fusil de chasse, ça part dans tous les sens. Bien sûr. C'est pas du tout, il y en a peut-être un, et encore c'est pas sûr. Et qu'est-ce qui fait que l'ONU... parce que depuis, ce n'est pas d'hier, a adopté ça comme un oukase. C'est quoi, comme la Pravda au temps de l'URSS On peut peut-être dire qu'il rêve d'un gouvernement mondial. Ça pourrait expliquer. Vous croyez. Oh, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y en a qui en rêvent. Ouais, c'est clair. Où on aurait un seul principe de réalité qui serait effectivement la doxa qu'on devrait suivre. Mais juste par exemple, alors quand vous entendez allez, spatialement, un Jean-Marc Jancovici qui dit vous aurez droit à 4 vols pour votre vie entière. Voilà. Quand on voit, d'ailleurs, c'était magnifique, Charles III, The King, It's Good to be the King, qu'il fait sur les, voilà, nous allons nous entendre avec la France sur l'écologie, et qui prend l'avion pour aller de Paris à Bordeaux. C'est intéressant, il aurait peut-être pu prendre le train, mais enfin, il prend l'avion. Et ça se multiplie à la vitesse grand V. Enfin, c'est même pas, j'en parle, c'est des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, et puis tout le reste n'a aucune importance. Il y a de ça, bien sûr. Ouais. Oui. C'est quand même... Le Michel de la Commission européenne a été pointé pour avoir un nombre de milliers de kilomètres en avion astronomique. Oui, Charles Michel, je crois. Michel, oui, c'est ça, oui. Donc, oui. Oui, c'est-à-dire, il prône la dépollution, la décarbonation, etc., mais pas pour lui, quoi. Lorsque Jean Castex était Premier ministre, il s'était rendu aller voir les entreprises, faut être écologiste, il y est allé en train. Ouais. Mais il est revenu en avion. Donc, son avion a fait un vol à vide pour aller le chercher. Oui, c'est formidable. En fait, il y a une dissociation totale de ce point de vue-là, quoi. Non, mais quand vous revenez à 0, quelques... Ben alors, juste pour revenir, avant de prendre nos auditeurs, aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique et de hausse de la température, et rappelez-vous, pour prendre des exemples, pour en parler pendant des heures, François Gervais, rappelez-vous qu'on disait qu'un certain nombre de villes côtières du monde allaient être noyées. Alors, la hausse de... Oui, la mer monte, c'est vrai, mais de 1 mm par an. 1 mm par an. La mer monte de 1 mm par an. Oui. Et encore, c'est la lente finale d'une hausse beaucoup plus grande. C'est-à-dire, dans l'histoire de la Terre, il y a ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Tous les 100 000 ans à peu près, il y a une glaciation qui est suivie d'un réchauffement. Ouais. Nous sommes actuellement sur un réchauffement. Mais il y a 15 000 ans, c'était beaucoup plus froid, et d'un coup, avec l'inclinaison de la Terre, les paramètres orbitaux de la Terre, parce que c'est ça à l'origine... Par rapport au Soleil, etc. Oui, bien sûr, font que la glace a fondu, et le niveau des mers est monté de 120 mètres. Et il continue à monter... Il y a 15 000 ans. Il y a 15 000 ans, ouais.
Alors ça s'est arrêté il y a 7000 ans, parce que la Terre s'est réchauffée, mais ça continue à monter encore un petit peu. Mais 1 millimètre par an, enfin bon, c'est pas... ça va pas déborder tout de suite, hein. Non, c'est fou. Et encore moins bouillir, comme dit... Esteban. Oui, vous parliez du roi André. Nous sommes avec Jean-Luc qui nous appelle de Bordeaux, justement. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Alors, vous avez peut-être répondu à ma question, je vais quand même la poser dans vos derniers propos. Donc, bonjour à vous deux et merci pour les émissions. Depuis quelque temps, on voit des codes barres, vous savez, enfin des sortes de codes barres qui tournent en rouge, présentées par Météo Climat. Oui. Pour démontrer la tendance au réchauffement climatique. Oui. Donc moi, la question, elle est simple. Est-ce que c'est un vrai changement et un réchauffement climatique ? Est-ce que c'est dû, si c'est vrai, à un phénomène naturel et cyclique, pourquoi pas, ou alors est-ce que les médias surfent bien sur le sujet pour mieux orienter, politiser le problème, quoi. D'accord. Voilà. François Gervais. Je rappelle que le mot canicule date de l'époque romaine. C'est pas nouveau. Il y en aura toujours. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours, de toute façon. C'est très intéressant d'aller voir le site Météo Paris. Météo Paris. Oui. Ils ont une archive de tous les phénomènes météorologiques extrêmes depuis 1780. C'est vraiment très intéressant. Et on s'aperçoit, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. De toute façon, ça ne changera rien, parce que ce sont des phénomènes intrinsèquement chaotiques. Alors, de temps en temps, ça va dans un sens, dans l'autre. Je dirais que le thermomètre a été inventé il y a 360 ans. Le plus ancien thermomètre du monde montre un réchauffement. Depuis que le thermomètre est là. Pas un gros réchauffement, mais de plus d'1 degré quand même. Donc, il est en Angleterre, Central England, donc il y a effectivement un réchauffement. Mais ce qui est au moins aussi intéressant, c'est qu'en même temps que le thermomètre, il y a eu 2 autres instruments qui ont été inventés, le baromètre et la lunette de Galilée. La lunette de Galilée a permis de voir qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de taches solaires. Et il a fait nettement plus froid. Parce qu'il n'y avait plus de taches solaires. C'est bien documenté qu'il a fait froid. Enfin, c'est une période... Il y a 300 ans, ça. Oui, c'est ça. Donc, le soleil a des caprices aussi. Le plus important pour la météo, c'est la direction du vent. Bien sûr. Nos anciens, surtout s'ils étaient paysans, regardaient le baromètre et regardaient la girouette au sommet du clocher du village pour voir quelle était la direction du vent. Parce que en France, c'est pas compliqué. Si le vent vient du nord, il fait plus froid. S'il vient du sud, il fait plus chaud. Et puis s'il vient d'ouest, il pleut. C'est assez simple, finalement. Faut revenir à la girouette. Esteban. Oui, avant de reprendre Richard, qui nous appelle de Toulouse, on va marquer une courte pause dans ce face-à-face. Et puis on reste avec François Gervais, bien sûr, qui vient pour son nouveau livre, le déraisonnement climatique, le grand déni énergétique. Et puis avec vous, au 0826 300 300. Tout de suite, nous accueillons Richard, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard, on vous écoute. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Et oui, j'avais une question en fait. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Oui. Très bien. Je cherche du sens en fait à tout ça. Oui. Et en fait, le seul sens que j'ai trouvé à ce jour, Monsieur Gervais me dira si pense que c'est plausible, c'est qu'en fait on est en train de nous préparer à de la frugalité. Moins d'avions, moins de voitures, et en fait on sent bien que moins de liberté aussi, parce que ça se rétrécit, et en fait je me dis que l'événement, c'est peut-être pas le réchauffement, mais c'est la crise de la dette avec un Occident qui n'arrive plus à s'étendre, qui n'arrive plus à étendre ses frontières pour amortir cette dette, et est-ce que ça serait pas là cette nouvelle religion qu'on essaie de nous faire avaler pour, on va dire, sauver la planète, mais en attendant, serrer la ceinture, entre guillemets, quoi. Voilà, sauver la planète et nous en haillons. Enfin, haillons, on a compris. François Gervais. Vous avez parfaitement raison. Cet auditeur a parfaitement raison, c'est ça. Alors, c'est assez curieux parce que l'idéologie communiste en URSS promettait l'abondance. Oui, bien sûr. Et avec des méthodes qui peuvent un peu ressembler à certains égards, mais il promettait l'abondance. Là, maintenant, c'est l'inverse. Oui, on vous promet la précarité. Voilà.
Et que précarité, qu'on rebaptise sobriété, c'est plus chic. Hein. Bien sûr. Mais c'est extraordinaire parce que c'est vrai ce que dit Richard, c'est qu'on dit attention, regardez, il y a même l'histoire des voitures, suppression du permis pour les plus de 60 ans, ou en tout cas obligation, et pour les jeunes, etc. Enfin, on a l'impression, mais c'est vrai, il faut être, comment on dit, oui, sobriété, décroissance, bien sûr, etc. Et c'est quoi, alors là, c'est le côté millénariste un peu, c'est le côté... comment dirais-je, je ne sais pas, mystique. Enfin. Alors, il est un fait que en 2 siècles, la population de la planète a été multipliée par presque 10, par 8 précisément, alors que la dernière multiplication par 10, c'était pendant 2 millénaires. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux parce que on a eu de l'énergie, bon marché, qu'on permet de développer les économies à une vitesse formidable, parce que l'espérance de vie a augmenté, le niveau de vie a augmenté grâce à l'énergie. Il faut bien voir que s'il y a eu la suppression de l'esclavage au niveau des États, au milieu du 19e siècle, c'est parce que ça coûtait moins cher d'alimenter en charbon la machine à vapeur que de nourrir les esclaves, tout simplement. Oui, bien sûr. C'était pas des considérations humanitaires, non, mais pas économiques, soyons clairs. Bien sûr. Mais oui, alors, Esteban. On remercie Richard et on accueille Claude qui nous appelle des Pyrénées-Orientales, de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité, Monsieur Gervais. Moi, je voudrais lui poser une question. En fait, vous vous souvenez de l'histoire de la datation du sphère du Christ de Turin. Donc, on a eu toutes les peines pour trouver la date possible d'un tissu qui remonte seulement à 2000 ans à peu près. Et je voudrais savoir si on a la certitude scientifique que dans les temps très anciens qu'on a examinés, dans les carottes glaciaires qu'on a retrouvées, etc., est-ce qu'on a la certitude que la montée par exemple de la teneur en CO2 de l'atmosphère a précédé la montée de la température, ou bien est-ce que la montée de la température a précédé? Parce que là pour le sphère du Christ, on est à 50 ans près, mais je pense que quand on remonte à des milliers d'années, on doit avoir une précision encore moins grande. Donc, pour moi, je me demande quelle est la part de science exacte dans cela, ou la part d'hypothèse. Votre question est très intéressante, mais on peut y répondre de façon assez simple. Aujourd'hui, on mesure de manière assez précise les fluctuations de température, et on mesure de façon assez précise aussi, par spectrométrie infrarouge, les fluctuations du taux de CO2 dans l'atmosphère. D'accord. Les 2 courbes sont exactement parallèles entre elles. Et c'est le CO2 qui suit la température avec 6 à 9 mois de retard. Aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Oui. Alors bien sûr, sur les carottes de glace, on est bien d'accord que c'est également le cas. Mais c'était plus difficile à déterminer. Alors que là, aujourd'hui, on mesure très précisément la température et le taux de CO2. Et c'est bien les fluctuations de CO2 qui suivent les fluctuations de température. Merci Claude. Merci Claude. Et on accueille Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Je voudrais... Personnellement, j'ai une pensée qui est plus politique, c'est-à-dire que j'imagine bien Emmanuel Macron et toute la Macronie se raccrocher à ce qu'on appellerait ce réchauffement climatique pour essayer de continuer à garder le pouvoir, tout simplement parce que ils doivent bien constater qu'ils sont en perte de vitesse partout. Emmanuel Macron devient de plus en plus détesté dans le pays. Donc, ils essayent par ce biais de réunir une population qui part de Mélenchon à je ne sais pas qui d'autre, quoi, mais de manière à monopoliser le pouvoir et espérer pouvoir passer encore aux futures élections. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Pour vous, c'était l'instrument de pouvoir de parler de ça du matin au soir et du soir au matin. Oui, tout à fait. La peur est un formidable instrument de pouvoir. Excusez-moi, Champigny, ils nous font payer de plus leur calamiteuse gestion depuis des années et des années. Et c'est le Français qui se lève le matin pour aller travailler,
qui n'a rien demandé à personne de tout ça, hein, parce que je suis sûr que s'il y avait un référendum ou une chose ou l'autre, ce qui ne fera pas la majorité des Français diraient ça suffit, parce que les gens ont envie de retrouver un peu de paix dans leur vie. Hein, ce n'est plus possible depuis des années, avec tout ce qui se passe, et tout cela est orchestré pour créer un désordre. Vous pensez que c'est ça, François Gervais? Merci Jean-Paul. C'est clair ce que vous avez. Est-ce que effectivement, bon, il y a ce côté politique, cette dimension politique, mais juste, je voudrais ajouter à ce que dit Jean-Paul, qui me paraît effectivement frappé au coin du bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui est de l'ordre de, comment dirais-je? C'est presque les nouvelles tables de la loi, c'est presque la nouvelle évangile, le Coran, la Bible, etc. C'est-à-dire, vous parliez de l'ONU, et vous disiez la charte de l'ONU, vous parliez du service public, de la radio, et puis on peut donner beaucoup d'autres exemples. Au fond, est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle époque millénariste Pravda, si je peux me permettre ce rapprochement, qui consiste à dire, eh bien écoutez, la vérité elle est là, et des gens comme François Gervais qui osent écrire des bouquins comme ça sont des bouquins à excommunier, quelque part. Alors je souligne tout d'abord que ce que j'écris dans les bouquins, ça relate en français et de manière plus simple ce que j'ai publié dans des revues internationales à comité de lecture. Les dernières, ça s'appelait la revue Climate. La précédente, c'était Science of Climate Change. La précédente, c'était Earth Science Reviews. Enfin, vous voyez, mais ça, c'est pas lisible en règle générale. Donc, faut réécrire évidemment en français. Comme on écrit beaucoup en anglais quand on est scientifique, j'adore écrire en français. Aussi, ça me change. Et on essaye de simplifier évidemment le discours pour le rendre accessible. Alors, la peur est un formidable instrument de pouvoir. Je me suis amusé à détourner le mot anthropocène en anxiocène. Ah oui, nous sommes dans l'anxiocène. Ouais. Et comme vous dites, la peur, c'est le management par la peur. Ouais. Le gouvernement par le chaos. Enfin, comme disait Lucien Cerise. On remercie Jean-Paul de Draguignan et on accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à votre invité et à toute l'équipe. Merci de me prendre. Je vais être rapide parce que c'est la fin, mais on est vraiment dans la coercition permanente. Hein. Je veux dire, les dialogues sur le climat sont les mêmes que sur le Covid. Enfin, on se retrouve avec exactement les mêmes propagandes partout. Et il faut savoir, apparemment, je l'ai vu à vérifier, qu'il y a un projet de loi qui criminaliserait le fait de douter du réchauffement climatique tel qu'il est présenté. Je veux dire, quand on est allé, enfin, juste une petite aparté, mais quand les Vikings ont découvert, je l'avais déjà dit sur votre antenne, mais quand les Vikings ont découvert le Groenland, c'est Grönland. Grön, ça veut dire vert, c'était les forêts, c'était pas de la glace, et c'était pas si vieux que ça. Mais quand on commence à pondre des lois pour éviter ou interdire ou criminaliser le fait d'avoir un avis différent, alors là, par contre, on n'est plus du tout en démocratie. Pour être clair, c'est qu'on a quelque chose à cacher. C'est clair. François Gervais. Oui, j'ai effectivement appris qu'il y a un panel de députés qui prépare un projet de loi en ce sens, oui. C'est-à-dire, on sera criminalisé. Quand absolument. Vous serez criminalisé. Oui, oui. A plus le droit de débattre, a plus le droit, quoi. Mais alors j'espère que ça ne verra pas le jour, mais que le bon sens va quand même l'emporter. J'ai malheureusement des doutes. On peut craindre, effectivement, oui, on peut. Juste, François Gervais, au fond, comment justement, vous l'avez fait dans votre livre, on essaie de le faire ici, comment gagner le combat du bon sens, quoi, en disant, bon, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais arrêtons d'être dans cette espèce de chaos apocalyptique, Apocalypse Now. La première chose à faire, c'est de réautoriser le débat scientifique sur ces questions. Car actuellement, c'est le mur, je veux dire. Donc, réautoriser, on a besoin du débat scientifique sur ces questions. Mais actuellement, par exemple, ne parlons pas des médias, par exemple, dans les milieux scientifiques, dans les institutions, CNRS, compagnie, on peut le faire aujourd'hui ou pas? Alors, j'ai été très prudent, je l'avoue. J'ai commencé à publier dans des revues internationales avec comité de lecture et en transcrire le contenu en français dans un livre, une fois que j'ai fini mon dernier mandat de directeur de laboratoire et que j'ai pris officiellement ma retraite. D'accord. Autrement, je mettais mon laboratoire en danger.
C'est important. Donc il n'était pas question que je mette mon laboratoire en danger. Bien sûr. Et à chaque fois que les jeunes souhaitent m'interviewer, des jeunes de grandes écoles, ou d'écoles de journalisme, enfin qui souhaitent m'interviewer, en général ça se fait par Zoom, bien volontiers, mais je leur dis à la fin de l'entretien, attention, soyez prudents avec ce que je vous ai dit. Hein. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu, mais soyez prudents. Hein. Oui, mais ce n'est pas la prudence qui fait avancer le monde, on le sait. Heureusement d'ailleurs. Merci François Gervais d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes physicien, essayiste et auteur de ce nouveau livre, Le déraisonnement climatique, le grand déni énergétique. C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Tout de suite.